Speak, prosodie rat égale, 90%, Anna Bolna, la reine qui a défié un roi, et a payé avec sa vie. Découvrez la vérité derrière son exécution tragique et l'impact qu'elle a eu sur l'histoire de l'Angleterre. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Imaginez Anna, une petite fille, entourée de l'opulence de la cour française. Sa famille, bien qu'il n'appartenait pas à la noblesse la plus élevée, a bénéficié d'une position privilégiée grâce au service de son oncle, le duc de Norfolk, dans la cour de Franciscoï. Vous voyez qu'ils grandissent au milieu du luxe, apprenant l'art de la diplomatie et de l'élégance qui caractérisait la noblesse européenne de l'époque. Le label, la musique et les cours de danse faisaient partie de leur éducation, façonnant leur personnalité et leur développement social. Dans l'environnement animé de la cour, Anna a appris à naviguer dans les complexités de la politique et des relations sociales. Elle a regardé les nobles, les rois, et a absorbé les règles tacites du jeu de puissance. La jeune Anna, avec son intelligence aiguë et son charme naturel, est devenue un observateur privilégié des intrigues et des alliances qui ont modelé le sort de la France. N'oubliez pas que cet environnement sophistiqué et compétitif marquerait profondément son avenir. Bien que son enfance ait été privilégiée, il n'était pas exempté de défis. La vie en cour était un jeu d'équilibre constant, où la loyauté et la ruse étaient aussi importantes que la beauté et le charme. Anna a appris à se déplacer avec compétence parmi les personnalités fortes qui l'entouraient, absorbant les leçons de la vie courtoise avec l'acuité qui la préparerait aux défis qui l'attendaient à l'avenir. Vous êtes témoin de votre formation au cœur de la Renaissance en Europe. Rappelez-vous Anna, petite et luxueuse dans la cour française. Là, son éducation a été soigneusement conçue pour une jeune femme de son poste. Non seulement il a appris les arts d'une dame de la noblesse, musique, danse, broderie, mais a également reçu une éducation en langue et en littérature, en développant un esprit aigu et une capacité d'observation exceptionnelle. Cette connaissance serait cruciale dans leur avenir, bien au-delà de ce que je pourrais imaginer. Les parties et les cérémonies de la cour française étaient leur domaine de formation. Là, il a rencontré la noblesse, observant ses coutumes, ses jeux de puissance et ses alliances. Elle a appris à se déplacer avec grâce dans ses cercles, à parler couramment et à se développer avec le même naturel que tout membre de la grande aristocratie. C'était une éducation dans la diplomatie et l'art de la persuasion, aussi subtile que efficace. Ses premiers contacts avec la noblesse n'étaient pas seulement superficiels. Elle a appris à discerner entre les apparences et la réalité, pour identifier les véritables motivations derrière les sourires et les conversations éduquées. Elle a établi des liens, certains superficiels, d'autres plus profonds, avec des personnages qui joueraient plus tard un rôle fondamental dans sa vie. Ces relations, tissées avec patience et ruse, seraient l'une de leurs armes les plus puissantes dans leur ascension. Et donc, après des années devant la cour française raffinée, Anna Bolna est retournée en Angleterre. Imaginez la différence. Des somptueux palais français de l'atmosphère, peut-être moins opulents mais tout aussi intrigants, de la cour anglaise. Son oncle, le duc de Norfolk, un homme puissant et rusé, a joué un rôle crucial dans son arrivée et sa promotion ultérieure. Il l'a présenté à la cour, en utilisant ses influences pour assurer une position favorable. Norfolk l'a non seulement présenté, mais a tissé un réseau de contacts pour étaler le point. Elle a compris le jeu de puissance de la cour anglaise et savait comment utiliser ses connexions au profit de sa nièce. N'oubliez pas que le tribunal était un lieu d'intrigue, d'alliance et de trahison, où la famille et les connexions pourraient être la clé du succès, ou la cause de la ruine. L'influence de son oncle ne se limitait pas aux présentations. Norfolk l'a aidé à naviguer dans les complexités du tribunal, lui conseillant qui étaient ses alliés et qui étaient ses ennemis. Elle l'a protégé des nombreuses intrigues et rivalités qui caractérisaient la vie en cour, garantissant que son ascension était aussi fluide que possible, au moins au début. Grâce à son oncle, Anna n'a pas reparti de zéro. Il avait un avantage significatif. Mais oubliez les palais, un instant. Pensez à Anna. Son arrivée devant la cour anglaise n'est pas passée inaperçue. Nous avons parlé d'une femme avec une beauté captivante, un visage élégant, un look pénétrant qui vous a hypnotisé. Son élégance naturelle, sa vraie porte, rayonnait d'un magnétisme qui la différenciait des autres dames de la cour. Ce n'était pas seulement la beauté physique, mais une beauté qui émanait de son intérieur, une force subtile mais puissante. Prosodie, speak. Speak, prosodie rat égale, 90%. Cette beauté était accompagnée d'une intelligence exceptionnelle. Anna était une femme cultivée, éduquée dans les meilleures écoles de France, parlait plusieurs langues et avait une ingéniosité rapide et nette. Sa conversation a été stimulante, pleine d'ingéniosité et de grâce, capable de captiver le roi le plus puissant. Ce n'était pas une femme de compagnie simple, mais une femme avec un esprit brillant et une capacité intellectuelle impressionnante. Sa personnalité était aussi fascinante que sa beauté. Elle était indépendante, sûre d'elle-même, et ne s'est pas laissée intimider par la hiérarchie de la cour. Dans un monde dominé par les hommes, Anna a fait son chemin avec détermination et une forte volonté, ce qui remet en question les conventions sociales et les attentes de leur temps. Son charme résidait dans cette combinaison unique de beauté, d'intelligence et d'une force exceptionnelle. Mais sa beauté n'était pas suffisante pour Enrique. Elle avait besoin d'un héritier, un homme pour assurer la succession au trône. Avec Catalina de Aragon, sa première épouse, elle n'avait eu qu'une fille, Maria. Et la pression d'un héritier était immense. La stabilité du royaume en dépendait. Anna, avec son charme et sa promesse d'un héritier masculin,
est devenu le centre de ses souhaits. L'Église catholique, cependant, interposait sur le chemin de son désir. Écraser son mariage avec Catalina était un acte hérétique, un affront à l'autorité papale. Mais pour Enrique, le désir d'un enfant masculin a dépassé toute considération religieuse. Elle avait besoin d'un héritier et était prêt à défier l'Église pour l'obtenir. Imaginez la tension devant le tribunal, l'incertitude de l'avenir du royaume. Ainsi, avec une détermination implacable, Enrique a initié le processus d'annulation. Ce fut un processus long et complexe, plein d'intrigues politiques et de pression religieuse. Mais à la fin, avec l'aide de ses alliés, il a fait l'annuler l'archevêque de Canterbury. Son mariage avec Catalina. Cet acte, en plus de se briser avec l'Église catholique, lui a ouvert la voie à épouser Anna Bolna, la femme qui lui a promis l'héritier qui aspirait. Penser au poids de cette décision, aux conséquences, pour lui et pour l'Angleterre. Le tribunal anglais des rumeurs. Vous savez déjà qu'Enrique n'était pas satisfait de son mariage avec Catalina. Ensuite, Anna Bolna est apparue, une dame de compagnie de reine, avec son élégance et son ingéniosité qui ont captivé tout le monde. Et sa beauté était différente, plus moderne, peut-être, à celle des dames de la cour. Et Enrique, un homme habitué au pouvoir et à l'adoration, a ressenti une attraction irrésistible envers elle. La romance a commencé subtilement, avec des regards et des conversations furtives dans les jardins du palais. Enrique, habitué aux femmes se rendant à leurs pieds, a trouvé une femme qu'il a défiée, une femme qui ne s'est pas laissée conquise si facilement. Cela n'a fait qu'augmenter sa fascination. Les lettres traversées en secret, les rendez-vous furtifs sont devenus plus fréquents. Le roi, habitué à l'obéissance, a ressenti une étrange émotion à cette nouvelle situation dangereuse. Pour Enrique, le désir d'Aena était plus qu'une simple attraction physique. C'était une nécessité, une obsession qu'il a consommée. Lui, le roi d'Angleterre, a été perdu dans l'amour. Mais cet amour était interdit, un défi à la tradition, à l'Église, à tout ce qu'il représentait. Et la situation était explosive, pleine de risques et d'émotions, un secret qui menaçait de tout détruire. Anna, avec son intelligence et son charme, a rapidement gagné la confiance du ROI. Et la dame de compagnie est devenue son confident, son conseiller, et son amant. Vous verrez comment son influence a augmenté de façon exponentielle. Et elle n'était plus seulement le favori du roi, mais activement participé à des décisions politiques, conseillant Enrique dans les affaires d'État. Son ascension a été météorique, laissant de nombreux courtisans sans voix. Son opinion pesait de plus en plus dans les décisions réelles. Enrique, complètement amoureux, l'a consulté sur les nominations, les traités internationaux, même sur les questions religieuses. La rupture avec Rome, un processus complexe et risqué, a été fortement influencé par les idées et les désirs d'Aena. Elle aspirait à une réforme religieuse en Angleterre, et son influence a été notée dans les politiques mises en œuvre par le roi. Certains nobles, habitués au pouvoir traditionnel, ont vu avec suspicion le pouvoir croissant d'Aena. Son ascension représentait une menace pour ses propres ambitions et privilèges. Mais pour Enrique, l'amour pour Anna l'a aveuglé aux conséquences possibles. Elle l'avait élevé à Marquesa de Pembroke, un titre de grand prestige, et son influence était indéniable. Elle est devenue une figure clé de la cour, une femme qui a contesté les conventions et façonna le sort de l'Angleterre. Prosodie, speak. Speak, prosodie, rate égale, 90%, sa romance avec Anna, cependant, est devenue un problème de capital pour Enrique. Marié à Catalina de Tarragon, tante de l'empereur Carlos V, le roi avait besoin d'une solution juridique pour épouser son amant. L'Église catholique, à laquelle appartenait l'Angleterre, n'a pas permis de divorcer. Ainsi, l'annulation du mariage est devenue son principal objectif. Vous verrez comment Enrique, ému par le désir et l'ambition, a commencé à demander des arguments pour justifier sa décision devant le tribunal, et surtout, devant l'Europe. Les arguments théologiques étaient essentiels. Il a été allégué que le mariage entre Enrique et Catalina n'était pas valide dès le début, sur la base du Lévitique, un passage biblique qui interdit d'épouser le frère du frère. Comme Catalina avait déjà été mariée au frère d'Enrique, Arturo, l'argument, bien que faible, est servi à son but. Observez comment la religion a été utilisée comme un outil politique pour justifier un désir personnel. Mais l'annulation n'était pas seulement un problème religieux. Elle a eu d'immenses implications politiques. Un mariage avec Catalina, en plus de ne pas produire un héritier masculin, a rejoint l'Angleterre avec le puissant empire espagnol. Briser ce lien signifiait un risque considérable. Cependant, Enrique était prêt à l'assumer pour obtenir Anna. Vous verrez comment le pouvoir politique et l'ambition ont été liés à leurs désirs personnels, conduisant à une décision qui changerait le cours de l'histoire anglaise. L'amour pour Anna est devenu un problème d'État. Pour l'épouser, Enrique devait annuler son mariage avec Catalina, mais le pape Clemente VII a refusé, pressé par le puissant empereur Carlos V, neveu de Catalina. Imaginez la pression. Le roi le plus puissant d'Europe, contestant le pape lui-même. Ce refus était l'étincelle qui a déclenché le fusible d'une révolution religieuse. Enrique, avec le soutien de ses réalisateurs, a décidé de prendre le contrôle de l'Église en Angleterre. C'était une décision audacieuse, qui a brisé des siècles de tradition et l'a fait face directement au Saint-Siège. Elle a déclaré le chef suprême de l'Église d'Angleterre, un acte qui transformerait à jamais l'histoire de votre pays. Pensez à l'impact. Un roi contestant le pouvoir absolu du pape.
La dissolution des monastères a commencé peu de temps après. Imaginer la richesse et le pouvoir que ces monastères représentent et comment leur dissolution a renforcé le pouvoir du roi et a enrichi la couronne. C'était une mesure radicale, avec des conséquences sociales et économiques à forte claire, qui marquait un avant et après dans la relation entre l'État et la religion en Angleterre. Avec la création de l'Église d'Angleterre, Henrique VIII a consolidé son pouvoir politique et religieux, mais a également semé les graines de futures tensions religieuses. Le schisme avec Rome a ouvert une nouvelle ère, une époque où le roi, et non le pape, a dicté les règles de la foi. Une décision qui changerait à jamais le cours de l'histoire anglaise, et qui a marqué le début d'une nouvelle étape de la vie du roi et de son règne. Après des années de lutte, l'annulation du mariage d'Henrique avec Catalina a finalement concrétisé. Vous connaissez déjà l'histoire. La pression sur le pape, la création de l'Église d'Angleterre. Tout pour qu'il puisse épouser Anna. Et c'était ainsi. Le mariage était un événement relativement discret, mais le couronnement d'Anna était tout à fait le contraire. Un affichage de puissance et d'opulence sans précédent. Imaginez la scène. L'abbaye de Westminster, ornée de bijoux et de tissus précieux, une mère de femmes enceintes. Anna, rayonnante, avec une couronne qui reflétait la lumière du soleil. Son couronnement n'était pas seulement un événement social, mais un symbole du nouvel ordre religieux qu'Henrique imposait. Anna, maintenant reina, est devenue la figure centrale de cette nouvelle église, une église qui a rompu avec Rome et a mis Henrique comme la plus haute autorité religieuse d'Angleterre. Pensez au changement radical. Du sujet à la reine, de la soumission à l'église catholique à la direction d'une nouvelle foi. Un changement qui, comme vous le verrez, a eu des conséquences. Improvisables. La cérémonie a marqué un avant et après. Non seulement pour Anna, ce qui équivalait au summum du pouvoir, mais à toute l'Angleterre. Les réformes religieuses ont accéléré, les monastères ont été dissous et la richesse de l'église catholique est passée à la couronne. Ce fut un moment de grande transformation, un changement radical dans la vie religieuse et politique du pays. Tout cela grâce à la détermination d'Henrique et de l'ascension fulgurante d'Anna Bolena. Un changement qui, malgré sa luminosité initiale, a été semé avec des ombres. Et à prosodie, un speak. Prosodie rat égale 90%. Après l'annulation, la pression sur l'ANA s'est intensifiée. Henrique, désespéré par un héritier masculin pour assurer la succession, la regarda avec un mélange de désir et d'impatience croissante. Chaque mois qui passait sans une grossesse réussie, la tension devant le tribunal augmentait. Vous savez que l'avenir de l'Angleterre dépendait, dans son esprit, un enfant légitime. Des rumeurs sur leur infertilité ont commencé à circuler, chuchotées dans les couloirs du palais. Et la cour, toujours attentive aux sautes d'humeur du roi, a été divisée entre ceux qui soutenaient Anna et ceux qui ont attendu leur chute. Pour Anna, la pression était insupportable. Chaque regard, chaque commentaire, a rappelé son échec, ou du moins de son échec apparent aux yeux d'Henrique. L'obsession d'Henrique pour un fils masculin était totale. Le poids de la couronne, l'instabilité politique et la nécessité d'un fort successeur l'ont consommé. Anna, consciente de l'importance de son rôle, a subi des traitements et des remèdes, certains orthodoxes, d'autres franchement étranges. Mais le temps passa et le désespoir a grandi, à la fois dans le roi. Bien qu'il ait donné naissance à la princesse Isabelle, la joie était éphémère. Pour Henrique, une fille était insuffisante. Et la nécessité d'un héritier masculin a éclipsé toute autre réalisation, toute autre considération. Et la pression sur Anna est devenue insupportable. Un poids écrasant qui contribuerait à sa fin tragique. Vous savez déjà ce qui s'est passé ensuite, mais vous êtes-vous vraiment demandé le coût de cette pression? Enfin, le jour est venu. Après des mois d'attente pénible, Anna a accouché. Mais la joie attendue est devenue une déception froide. A eu lieu de l'héritier masculin qu'Henrique aspirait au désespoir. Une fille est née. Isabelle. Une petite princesse qui, bien que belle et saine, n'a pas résolu le problème de la succession. Le regard d'Henrique s'assombrit, la promesse d'un avenir sûr pour sa dynastie semblait encore plus loin. La naissance d'Isabelle, bien qu'un événement important en soi, n'a fait qu'augmenter la tension devant les tribunaux. Les rumeurs et les intrigues se sont intensifiées. L'incapacité d'Anna à donner naissance à un héritier masculin est devenue un point focal pour ceux qui voulaient sa chute. Et la joie initiale de l'arrivée de la princesse s'est rapidement estompée, éclipsée par l'incertitude croissante de l'avenir de la couronne. Pour vous, l'arrivée de votre fille a dû être un moment d'immense joie, malgré les attentes du tribunal. Mais la réalité était implacable. Et la pression sur Anna était immense. Et le manque d'héritier masculin est devenu une arme de plus en plus puissante entre les mains de ses ennemis. Son avenir, et Isabelle, était suspendue à un fil, bien que personne n'osait le prononcer ouvertement à ce moment-là. La naissance d'une fille, au lieu de l'héritier souhaité, a semé la graine du doute dans l'esprit d'Henrique. Déjà avant ce moment, le murmure devant le tribunal était constant. Vous savez que l'ambition d'Anna et son influence sur le roi avaient créé de nombreux ennemis. Et la noblesse reléguée et les conseillers défavorisés ont tous chuchoté dans l'ombre, tissant un réseau d'intrigues qui menaçait de l'attraper. Les rumeurs, initialement innocentes, sont devenues de plus en plus sinistres. On a parlé d'infidélité, de relations secrètes, de complots contre le roi lui-même. Des noms importants ont été mentionnés dans ces chuchotements. Certains proches de l'ANA, d'autres appartenant à l'opposition qui a demandé sa chute. Chaque mot a semé une nouvelle graine de suspicion dans l'esprit d'Henrique, un terrain fertile pour la calomnie. Parmi les ennemis les plus puissants d'ANA,
il y avait la famille Howard, avec son ambition excessive de récupérer la vraie faveur perdue. Ils, ainsi que d'autres nobles de ressentiment, ont vu dans la situation l'occasion idéale de se débarrasser de la reine. C'est alors que les machinations ont commencé, la recherche de preuves, aussi faibles qu'elles étaient. Pour justifier l'accusation qui allait arriver. Vous pouvez étudier la tempête qui approche. Vous savez que l'arrivée de Little Isabel n'a pas été reçue avec la joie attendue devant le tribunal. Et la déception d'Enrique était palpable. Son regard ne brillait plus avec la même affection pour Anna. Les véritables attentions, anciennement si constantes, sont devenues rares, froides. Ces réunions, avant la passion, étaient maintenant marquées par un silence maladroit. Une distance qui a grandi avec chaque jour qui passait. Et la reine, une fois au centre de l'attention, a commencé à ressentir le froid du véritable chagrin. Prosodie, speak. Speak, prosodie, rate égale, 90%. Le roi, de plus en plus irritable, a trouvé du réconfort dans d'autres endroits. Ses yeux ont remarqué d'autres femmes de la cour. Un signe sans équivoque du changement dans leur affection. Les vacances et les célébrations, avec Aena, sont désormais passées sans leur présence ou avec une participation simplement formelle. Sans l'étincelle et la luminosité qui l'ont auparavant caractérisé. Le changement dans l'environnement a été ressenti. La cour elle-même a semblé percevoir le déclin de son influence. La vraie faveur, une fois illimitée, s'estompa comme la brume du matin. Anna, habituée à la flatterie et au pouvoir, a été reléguée à l'arrière-plan, observant impuissant comment sa position s'est affaiblie. Et la splendeur qui l'entourait, l'attention de la cour, tout semblait se flétrir, reflétant le refroidissement de la relation avec le roi, une relation qui avait déterminé le sort de l'Angleterre. L'absence d'un héritier masculin avait créé une atmosphère de tension devant la cour. Vous le savez déjà, la patience d'Enrique était épuisée. C'est alors que les rumeurs ont commencé à émerger, chuchotées au début, mais cela est rapidement devenu des accusations formelles. Un réseau de mensonges autour d'Anna est tissé, un complot qui la conduirait à la ruine. Mark Smeaton, un musicien de la cour, a été le premier à tomber. Sous pression, il a avoué une relation avec la reine, une confession déchirée avec torture et menaces. Son témoignage, bien que faux, a servi de pierre angulaire de l'accusation contre Anna. Vous vous demanderez, comment quelqu'un pourrait-il croire une telle farce? Puis vint les accusations d'inceste, une accusation aussi absurde que la précédente. On a dit qu'Anna avait maintenu une relation avec son propre frère, George. De toute évidence, il n'y avait aucune preuve réelle, seulement des rumeurs et des spéculations alimentées par les ennemis d'Aena devant le tribunal, désireux de la voir tomber. Vous assistez à la cruauté de l'époque. L'accusation de trahison a été la plus grave, ce qui scellerait son destin. Elle a été accusée de complot contre le roi, de planifier sa mort et de le supplanter sur le trône. Tout était un mensonge, un tissu de mensonges soigneusement construit pour éliminer une femme qui n'était plus utile au roi et qui a également dérangé plusieurs membres du tribunal. Vous comprendrez l'ampleur de l'injustice. Et donc, tout à coup, tout a changé. Imaginez-vous la panique, l'incertitude. Anna Bolna, la reine, a été accusée de trahison, d'inceste et d'adultère. Procès truqué, une farce orchestrée par les ennemis d'Aena et l'ambitieux qui ont vu à leur chute une opportunité. Les accusations étaient absurdes, sur la base de témoignages forcés et de rumeurs sans fondation. Et la vérité était qu'Enrique avait déjà exclu. Son amour avait disparu. Il n'y a eu aucun procès impartial, juste une farce pour justifier la décision déjà prise par Enrique. De fausses preuves ont été présentées, les témoins contraints, tout indiquait un complot contre le roi. Mais vous et moi savons que la véritable conspiration était l'élimination d'une reine qui ne servait plus les objectifs du monarque. Et la manipulation était sans vergogne, évidente pour ceux qui avaient des yeux à voir. Les juges, nommés par Enrique, n'ont rien fait de plus que de ratifier ce que le roi avait déjà décidé. Il n'y avait pas de véritable défense. Il n'y avait aucune possibilité de réfuter les accusations. Sa destination a été scellée à partir du moment où Enrique a décidé de la remplacer. Le procès était une farce, une représentation triste et sombre de la justice dans la cour Tudor. Mais quelles étaient ces accusations? On a parlé d'une relation présumée avec plusieurs hommes, dont son propre frère. Incroyable, non. Cependant, les tests présentés étaient aussi faibles qu'un toile dans le vent. Témoignages contradictoires, rumeurs sans fondation, coupant les ragots, tout était basé sur des insinuations et des spéculations. Mark Smeaton, un musicien de la cour, a avoué une relation avec la reine sous la torture. Imaginez la pression, la peur, une confession forcée? Probablement. Et les autres défendeurs? Ces témoignages étaient si incohérents qu'ils ne pouvaient pas se soutenir. C'était une farce, une assemblée pour se débarrasser d'Anna. Même l'accusation d'inceste avec son frère, George Bolna, manquait de preuves solides. Elle était basée sur le témoignage de personnes avec des motifs cachés, des ennemis Anna qui cherchaient leur chute. Le procès était une parodie de la justice, un spectacle conçu pour le condamner, quelle que soit la vérité. Vous pouvez réaliser à quel point les accusations étaient faibles. Il n'y avait aucune preuve réelle, seulement des rumeurs, des spéculations et des témoignages obtenus sous coercition. Un jugement injuste, une fin tragique pour une femme qui avait contesté le pouvoir. Prosodie, speak. Speak, prosodie, rate égale, 90%. Donc, il y avait Anna, accusée de crimes horribles, avec des preuves aussi faibles qui semblaient prises d'un mauvais jeu.
La pression était immense. Le procès était une simple procédure, une farce orchestrée pour justifier ce qui avait déjà été décidé. Sa mort. Imaginez la tension, l'incertitude, la peur qu'il devait ressentir à ce moment-là. Son destin a été scellé. La peine est tombée comme un coup. Coupable de trahison, d'inceste et d'adultère. Condamné à mort. Et la nouvelle s'est répandue comme une poudre à canon. Pour vous, qu'est-ce que cela signifiait? Une fin tragique pour une femme qui avait défié le pouvoir. Une reine est tombée en disgrâce. Ces dernières heures sont devenues un tourbillon d'émotions, entre la démission et le désespoir. Le jour de l'exécution est venu. Le 17 mai 1536, Anna Bolna affronte son destin avec un calme surprenant. Selon les histoires. On dit qu'il a habillé une couleur de vin, élégante et sobre, un échantillon final de sa dignité contre la mort imminente. N'oubliez pas que ce n'était pas une exécution, c'était la mort d'une reine. Le bourreau français, un expert de sa profession macabre, était chargé de l'exécution de la peine. Un coup propre et rapide, disent les chroniques, pour éviter les souffrances inutiles. Est la fin d'une vie pleine d'ambition, d'intrigue et d'un amour qui coûte trop cher. Son histoire, bien que tragique, continue de résonner dans l'histoire anglaise. Imaginez Anna, verrouillée dans une petite pièce, le silence seulement brisé par l'implacable tic-tac d'une horloge. Ses doigts, pâles et minces, jouent avec un petit chapelet, la seule entreprise de leur solitude. Le regard perdu, fixe dans un point indéterminé du mur, leurs pensées dansent entre la mémoire de sa vie, la splendeur de la cour et la cruelle réalité de sa fin imminente. Rappelez-vous le rire de sa fille, Élisabeth. Une étincelle d'espoir au milieu de la tempête. Le repentir, ou était-ce juste la démission? Avait-il fait des erreurs? Aurais-je pu faire quelque chose de différent? La trahison de ceux qui étaient autrefois ses amis, la froideur d'Enrique, tout est bondé dans son esprit, créant un maelstrom d'émotions confuses et douloureuses. L'image de l'exécution, la guillotine, se profile dessus, une ombre sombre qui menace de l'absorber complètement. Mais entre la tristesse et la peur, quelque chose d'autre survient. Un étrange calme, une acceptation résignée de son destin. Peut-être, pense-t-il, c'est la fin d'un chapitre douloureux, mais aussi le début de quelque chose de nouveau. Son héritage, malgré l'injustice, durera. L'image de sa fille, Élisabeth, future queen, remplit ses derniers moments d'un faible rayon d'espoir, un avenir qu'elle ne pourra pas voir. Mais cela contribuera à façonner de l'autre rive. Le geôlier lui permet une dernière visite. Anna, avec un regard perdu, étreint ses quelques amis fidèles. Chuchotement de consolation, promet de se souvenir, une mer de larmes reflétant la peur et la tristesse qui les saisissent tous. Ils disent au revoir avec un silence chargé de douleur. Une dernière poignée de main qui parle plus de 1000 mots. À cette époque, la fragilité de la vie et l'immensité de la mort se profilent sur eux. Et vous ressentez le poids de l'histoire dans chaque contenu. Super. Ensuite, le moment le plus déchirant vient. Il vous montre la petite Isabelle, juste une fille, approchant de sa mère. Anna la serre fortement, ses larmes trempant la robe délicate de la petite princesse. Des mots rassurants, des promesses d'un avenir qui pourrait ne jamais être accompli, un baiser sur le front qui scelle un éternel adieu. L'image de la fille accrochée à sa mère, innocence face à la tragédie, vous laissera essouffler. Anna donne à sa fille une petite amulette, un souvenir tangible d'un amour inconditionnel. Un dernier soupir d'espoir pour un avenir incertain. C'est un instant chargé d'une émotion si profonde qu'elle vous fera ressentir la proximité de la mort et la force d'un lien maternel qui transcende sa vie. Regardez chaque détail, la délicatesse du geste, le poids du moment. C'est la fin d'une vie, mais aussi le début d'une légende. L'aube du 17 mai 1536 est arrivée avec une cruauté froide. Imaginez-vous Anna, vêtue d'une simple robe grise, marchant dans les planchers froids de la Tour de Londres. Ses pas, lents et fermes, vers la potence, contrastaient avec le tourbillon d'émotions qui ont sûrement inondé son cœur. Les quelques témoins ont regardé en silence, un silence chargé de tension et de tristesse. Le bourreau français, un expert de sa profession macabre, approchait. Son regard était froid, professionnel. Il n'y avait aucune compassion sur elle. Anna, avec une sérénité surprenante, s'est préparée à sa fin. Un dernier soupir, une prière silencieuse, puis silence. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Sa mort, rapide et relativement propre pour l'époque, n'était pas la fin de son histoire. Son exécution a marqué un tournant dans le règne d'Henrique VIII, consolidant sa puissance et sa rupture avec Rome. Mais il a également semé la graine de légende. Anna est devenue un symbole de rébellion contre l'oppression, un rappel du coût du pouvoir et de l'ambition. Ses pas, lents et lourds, ont résonné dans la pierre froide. L'exécution avait été rapide, mais l'impact sur Henrique a été immédiat, dévastateur. Et elle avait annulé Anna, de son amour, de sa politique alliée, mais à quel prix? La mort d'Anna signifiait non seulement la fin d'un mariage turbulent, mais le début d'une instabilité politique qu'il avait déclenchée. Et elle avait combattu dans un mariage problématique. Mais avait-il gagné quelque chose en retour? L'exécution d'Anna a semé la perplexité devant le tribunal. Ses alliés, effrayés, se sont retirés. L'influence puissante d'Anna, qui avait autrefois façonné la politique anglaise, a disparu en un instant. Henrique, habitué à contrôler, s'est retrouvé dans une profonde solitude. Et la perte d'Anna, au-delà de la douleur personnelle, a signifié la perte d'un contrepoids important dans son règne. L'élimination de l'ANA, cependant,
n'a pas apporté la paix que Enrique aspirait. L'instabilité politique a continué, nourrissant des rumeurs et des complots. Le vide laissé par l'ANA a contribué à une atmosphère d'incertitude dans la cour, qui a abouti à une série de décisions politiques hâtives et impulsives du roi, ce qui n'a fait qu'aggraver la situation. L'ombre de l'exécution d'Anna a signé sur chaque décision. Mais la mort d'Anna n'était pas la fin de son histoire. Son exécution, bien que brutale, l'a transformée en symbole. Pensée Y. Une femme qui a contesté le roi le plus puissant d'Europe, qui a osé remettre en question l'autorité de l'Église. Sa rébellion, bien que tragique, a résonné à travers les siècles. C'est devenu un exemple, un phare pour les femmes qui se battraient pour leur place dans un monde dominé par les hommes. Sa fille, Isabelle I, a hérité non seulement de sa beauté, mais aussi de son esprit indomptable. Isabelle, reine à part entière, l'Angleterre a statué pendant des décennies, démontrant que la force et l'intelligence ne sont pas exclusivement des attributs masculins. Bien que séparées par la tragédie, la mère et la fille partagent un héritage de pouvoir et de détermination qui continue d'inspirer. L'histoire d'Anna Bolena est toujours racontée, réinterprétée, débattue. Non seulement en tant que victime, mais comme une figure complexe, ambitieuse et profondément humaine. Son histoire nous rappelle que même dans les tragédies les plus profondes, la force de l'esprit humain peut laisser une marque indélébile au cours de l'histoire. Son héritage est un rappel de la lutte pour l'égalité, la liberté et le droit de défier le pouvoir établi. Mais l'histoire d'Anna ne met pas fin à sa mort. Et sa fille, Isabelle, a hérité non seulement de sa beauté, mais aussi d'une position précaire. Imaginez une petite fille, grandissant à l'ombre de l'exécution de sa mère. Une vraie princesse, oui, mais toujours avec le poids de l'infamie et de l'incertitude quant à son avenir. Malgré tout, Isabelle a reçu une éducation exceptionnelle. Ce n'était pas une éducation conventionnelle, mais une instruction rigoureuse pour former un futur souverain. Elle avait des tuteurs éminents qui ont été enseignés par le latin, le grec, l'histoire, la musique et la danse. Elle a été inculquée dans un amour profond pour l'apprentissage, une fonctionnalité qui la définirait. Sa vie, cependant, était loin d'être idyllique. Après l'exécution de sa mère, Isabelle a été déclarée illégitime, une étiquette qui la poursuit constamment. Elle a vécu à l'ombre de la puissance de son demi-frère, Eduardo VI, et plus tard, de sa demi-sœur, Maria I. Rappelez-vous que la politique de la cour Tudor était un jeu impitoyable. Mais Isabelle a appris à naviguer dans ces eaux turbulentes. Son éducation, son intelligence et sa ruse lui ont permis de survivre. Elle a appris à attendre son moment, à observer, à apprendre des erreurs des autres. Ce fut une leçon difficile mais essentielle pour la femme qui deviendrait la reine Elisabeth I. Grandir dans l'ombre de l'exécution de sa mère a profondément marqué Isabelle. L'image d'Anna Bolena, pour vous, est probablement celle d'une reine injustement exécutée, victime de l'ambition d'Henri VIII. Mais qu'est-ce qui est vraiment dans cette image? L'histoire, comme vous le savez, est pleine de nuances. L'Anna Bolena que nous connaissons est moulée par la propagande, à la fois celle qui la favorisait dans son ascension et celle qui la diabolisait après sa chute. Prosodie, speak. Prosodie rate égale 90%. De nombreux historiens modernes s'efforcent de séparer le mythe de la réalité. Enquêtez un peu, et vous verrez que votre rôle est remis en question dans la pause avec Rome. Était-ce un agent de changement conscient ou une pièce dans le jeu de puissance d'Enrique? Son intelligence et son éducation, supérieures à celles de nombreuses femmes de leur temps, sont parfois minimisées ou interprétées comme une manipulation. Le procès et l'exécution, présentés comme justes en leur temps, nous semblent aujourd'hui une farce. Les accusations d'inceste et d'adultère manquaient de bases solides et étaient plutôt un prétexte pour se débarrasser d'une reine qui ne servait plus les intérêts du roi. N'oubliez pas que l'image d'Anna Bolena a été soigneusement construite et reconstruite au cours des siècles, influençant la perception que nous en avons aujourd'hui. Mais quel rôle Anna Bolena a joué dans tout ce changement religieux? Beaucoup plus que vous ne le pensez. Son mariage avec Enrique VIII n'était pas seulement une question d'amour et de pouvoir. C'était un catalyseur de réforme. Vous savez qu'Enrique aspirait à un héritier masculin, mais a également été frustré par l'Église catholique, qui a refusé d'annuler son mariage avec Catalina de Aragon. Anna, intelligente et ambitieuse, a été enveloppée dans ce conflit depuis le début. Son influence dans Enrique a été cruciale pour lui de prendre la décision de rompre avec Rome. Il ne s'agissait pas seulement de divorcer. Ce fut une grande décision politique et religieuse qui changerait à jamais le panorama de l'Angleterre. Anna, bien qu'elle n'était pas théologienne, était entourée de conseillers qui ont soutenu la réforme, et ses idées ont été inévitablement divulguées à de vraies conversations. La dissolution des monastères, la confiscation de leurs terres et de leurs richesses, tout cela s'est produit sous le règne d'Enrique. Et bien que ce ne soit pas une décision directement prise par Anna, son influence sur le roi est incontestable. Elle, au centre du pouvoir, est devenue un symbole du changement religieux, même si ce changement n'était pas aussi radical que certains réformateurs le voulaient. Et sa chute, cependant, n'a pas arrêté le processus. Vous verrez, pour Enrique, le mariage n'était pas seulement une question d'amour. C'était une question d'État, une pièce clé de son jeu politique. J'avais besoin d'un héritier masculin pour assurer la succession au trône, ce qui justifiait toute décision, aussi difficile. Son premier mariage avec Catalina de Aragon, bien que durable, n'avait pas produit l'héritier souhaité, ce qui l'a amené à chercher une solution à son problème de succession. Anna Bolena a représenté un espoir, une occasion de rompre avec le passé et d'établir une nouvelle dynastie.
Même avec elle, la pression pour un héritier masculin était immense. L'incapacité d'Anna à fournir un enfant masculin, et les rumeurs qui l'ont entourée ont été utilisées par Enrique et les ennemis d'Anna pour justifier sa chute. N'oubliez pas que la succession au trône était une question de vie ou de mort à Tudor-England. Ce n'était pas seulement une question de légitimité, mais de pouvoir et de stabilité pour le royaume. Et la nécessité d'un héritier masculin était une pression constante sur Enrique, qui était disposé à prendre des mesures drastiques pour l'assurer. Cette pression politique a influencé toutes ses décisions de mariage, y compris sa décision de rompre avec Rome. Alors, imaginez la vie dans la cour. Vous, comme noble, vous levez avec le soleil, ou presque. Et la journée commence par des masses et des prières. Une obligation envers tous. Ensuite, un petit déjeuner frugal. Peut-être du pain, du fromage et des fruits, rien de luxe excessif. Et la journée est remplie de public, de cérémonies et de la danse complexe de la politique courtoise. Les intrigues et les potins se déroulent comme la poudre à canon. Chaque mouvement, chaque mot, analysé avec des loupes. Les après-midi sont dédiés aux jeux de société, à la chasse aux hawks ou simplement aux pourparlers et aux promenades de jardin. Et la mode est une affaire sérieuse. Vos robes doivent refléter votre position sociale et votre richesse. N'oubliez pas que chaque détail compte. De la couleur de votre tissu au type de bijoux que vous portez. Et bien sûr, la musique et la danse sont une partie essentielle de la vie en cour. Un espace pour socialiser et établir des alliances. Mais la vie n'était pas seulement amusante et jeu. Et la discipline était rigoureuse et le label courtois. Un labyrinthe de règles qui devait être suivi à la lettre. Une diapositive dans le protocole pourrait avoir de graves conséquences. Et la compétition pour la vraie faveur était féroce, et les amitiés et l'inimitié ont été tissées et défaites avec la même vitesse que les rumeurs dans les salles du palais. Prosodie, speak. Speak, prosodie, rate égale, 90%. Mais revenons à Anna. Imaginez la froideur de la pierre sous vos pieds, l'écho de vos pas dans les couloirs de la tour de Londres. Cette force, qui semble imprenable, devient votre prison, un endroit où le soleil est à peine filtré et l'ombre est le seul compagnon. L'histoire de la tour est pleine de tragédies, de rois et de reines incarcérés, de complots et d'exécutions. Ces murs ont connu des siècles de souffrance. Et vous, maintenant, faites partie de cette histoire. Pensez aux fantômes qui vous entourent, aux chuchotements des victimes passées. Chaque pierre, chaque fissure sur les murs, vous raconte une histoire de douleur et de souffrance. Et la tour n'est pas seulement une prison. C'est un symbole du pouvoir absolu du roi, un endroit où la justice ou l'injustice a été impitoyablement imposée. Et vous, Anna, deviendrez bientôt une autre de ces histoires. Un nouveau chapitre de la longue liste des tragédies qui ont eu lieu entre leurs murs. Les exécutions de la tour étaient un spectacle, une démonstration de puissance. Et la guillotine, avec sa luminosité froide et menaçante, attend son tour. Beaucoup avant de passer par ce même calvaire, leurs dernières heures résonnent dans les mêmes murs qui vous contiennent maintenant. Imaginez la peur, l'incertitude, l'agonisation en attente avant que le bourreau ne prenne la VIE. Et la tour de Londres, la scène de tant de drames, vous attend pour l'acte final de votre vie. Pensez à Anna Bolna, dans ses derniers instants. Non seulement dans le froid de la tour, mais dans le tissu qui le couvrait. Une robe, pas personne, mais un chef-d'œuvre de la mode Tudor. Imaginez la richesse de vos tissus, la broderie délicate, la précision de chaque point. C'était un choix conscient, un dernier message tissé en soie et en or. La couleur, probablement sombre, peut-être un bleu profond ou un sobre bordeaux, symbolisait la solennité du moment, mais aussi sa puissance passée. Les détails, les brocorations d'or et d'argent, reflétaient leur position précédente dans le tribunal, un rappel silencieux de sa grandeur. Chaque détail a été soigneusement choisi. Ce n'était pas une tenue, mais une déclaration finale. Ce n'était pas seulement l'élégance, c'était une stratégie. À travers le tissu, Anna a communiqué son innocence, sa dignité, sa résistance même face à la mort. Et sa robe, dans sa simplicité et son opulence, est devenue un symbole, un dernier moyen de défier le récit qui avait été construit contre lui. Un testament silencieux par la force. Pensez à la façon dont l'histoire a représenté Anna. Pouvez-vous imaginer les innombrables peintures, romans et films qui l'ont immortalisé? Des portraits officiels qui le montrent avec un roulement réel et majestueux, à des représentations plus modernes qui cherchent à approfondir leur personnalité complexe et contradictoire. Chaque artiste, chaque écrivain, a projeté sa propre interprétation de la reine, modelée par les différentes époques et perspectives. Dans la littérature, l'Aéna a été décrite de diverses manières, comme un méchant ambitieux, comme une victime de pouvoir, ou comme une femme avançante en son temps, intelligente et capable de manipuler sa volonté à la cour anglaise. Son histoire a inspiré d'innombrables romans, pièces de théâtre et poèmes, chacun offrant une nouvelle perspective de sa vie et de sa mort tragique. Quelle image d'Aéna vous résonne davantage? L'art, quant à lui, a exprimé son image au cours des siècles. Certains portraits le montrent comme une reine imposante, tandis que d'autres le présentent plus vulnérable, reflétant la fragilité de sa position et le poids de l'histoire qui l'a persécuté. Regardez comment l'apparence de ses portraits, les tissus qui le portent, les détails de leurs bijoux, nous parlaient d'une femme fascinante pleine de nuances. Mais au-delà des peintures et des légendes, que savons-nous vraiment sur Anna Bolna? Leurs lettres nous offrent une fenêtre sur votre personnalité. Imaginez lire vos propres mots, écrits avec une calligraphie élégante,
révélant une femme intelligente et instruite et avec un sens de l'humour vif. Grâce à ses missives, nous pouvons entretenir sa vie quotidienne devant le tribunal, ses préoccupations, ses joies et ses déceptions. Dans ses lettres à son frère, par exemple, il existe une relation étroite pleine d'affection. Il parle de problèmes politiques, mais aussi de problèmes plus personnels, montrant une facette intime que l'histoire officielle a souvent omis. Elle n'était pas seulement une reine, mais une sœur, une amie, une femme avec une vie intérieure riche et complexe. Prosodie, speak. Speak, prosodie, rate égale 90%. Certaines de leurs lettres révèlent leur capacité d'intelligence et de négociation. Elle n'était pas une figure décorative simple, mais une femme qui a activement participé à la politique de son temps. Ses paroles transmettent une fermeté et une détermination qui contrastent avec l'image de la fragilité qui lui est souvent attribuée. C'était une femme qui s'est battue pour son poste et pour son avenir. Ainsi, après l'exécution d'Anna, Enrique avait besoin d'une nouvelle reine, qui lui a donné l'héritier masculin long attendu. Il est apparu Jane Seymour, une cour beaucoup plus discrète et soumise qu'Anna. J'imagine que vous, comme beaucoup, vous vous demandez, l'amour, la stratégie ou un mélange des deux choses. L'histoire nous laisse plus de questions que de réponses sur vos vrais sentiments. Jane, contrairement à Anna, s'est parfaitement adaptée à la vie en cour. C'était une femme de beauté tranquille. Un contraste marqué de la personnalité vibrante de son prédécesseur. Son ascension était rapide et silencieuse. Un chemin très différent de celui d'Anna, qui avait contesté les conventions de l'époque. Son mariage, contrairement à Enrique avec Anna, était beaucoup plus calme et moins scandaleux. L'objectif principal était clair. Un héritier. Contrairement à Anna, Jane a atteint son objectif. Cette grossesse a été reçue avec une grande réparation par le tribunal anglais, après des années d'incertitude et de défaillance. Mais la joie serait éphémère. La livraison d'Eduardo VI, le futur roi, serait fatale pour Jane. Et sa mort, peu de temps après la naissance de son fils, l'a transformée en une figure tragique, mais aussi un symbole de maternité et de sacrifice dans la cour Tudor. Pensez au prix que ces femmes ont payé pour le désir d'un héritier. Mais l'histoire d'Anna n'est pas comprise sans celle de sa famille. Elle a Bolna, une famille ambitieuse et d'origine noble, bien qu'elle ne soit pas de la lignée la plus élevée, a grimpé des positions devant la cour anglaise avec un mélange de relations rusées et stratégiques. Son père, Thomas Bolna, était un diplomate qui savait profiter des opportunités de monter, et sa mère, Lady Elizabeth Howard, est venue d'une famille avec des royautés. Anna n'était pas la seule fille de la Bolna avec le talent et l'ambition. Sa sœur Maria a également déménagé dans les cercles du pouvoir, réussissant à épouser Henri Percy, héritier à Northumberland, un mariage qui a promis une augmentation encore plus élevée de la hiérarchie sociale. Cependant, ce mariage a été interdit par Enrique VIII, qui avait d'autres plans pour Maria et, bien sûr, pour Anna. La chute de la famille Bolna était aussi rapide et brutale que son ascension. Après l'exécution d'Aenna, ses frères et sœurs ont fait l'objet d'une enquête. Leurs propriétés confisquées et leur vie marquée par des soupçons et de la peur. L'ambition excessive et les alliances politiques erronées ont scellé le sort d'une famille qui, pendant un certain temps, semblait destinée à régner. Alors, qui étaient les amoureux d'Anna Bolna? C'est la question qui a résonné au cours des siècles, alimentée par la propagande d'Enrique VIII. Elle avait besoin d'une excuse, une raison justifiable de s'en débarrasser, une fois qu'il a cessé d'être utile. L'accusation d'adultère, la réalité ou une farce soigneusement orchestrée pour faire taire une reine qui ne servait plus ses objectifs. Les accusations ont été lancées contre plusieurs hommes. Certains proches du tribunal. On a parlé de Mark Smeaton, du musicien, d'un homme de position relativement basse et d'autres nobles plus puissants. Mais les preuves étaient faibles. Sur la base des témoignages obtenus en vertu de la torture, des déclarations et des rumeurs forcées. Pouvez-vous imaginer vivre sous cette pression, obligé de confesser quelque chose que vous n'avez pas fait? La réalité est que, probablement, Enrique VIII a fabriqué les preuves pour pouvoir divorcer Anna et épouser Jane Seymour. Elle avait besoin d'un héritier masculin. Et Anna, après plusieurs grossesses qui se sont terminées par des filles ou des avortements, était devenue un obstacle. L'image de l'adultère a servi à justifier sa chute en disgrâce aux yeux du peuple. Aujourd'hui, de nombreux historiens conviennent que les accusations d'adultère contre Anna Bolna étaient une farce politique. Une reine inconfortable, qui a contesté les conventions et le pouvoir du roi, a payé le prix le plus élevé pour cela. Son histoire nous rappelle la fragilité du pouvoir et de la manipulation qui peut se cacher derrière les apparences. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Mais qu'est-ce qui signifiait vraiment vivre dans la cour Tudor? Imaginez un monde d'opulence éblouissante. Des banquets sans fin avec des tables pleines de délices exotiques, des vêtements richement brodés avec des pierres d'or et précieuses et de la musique résonnant dans les grandes pièces. Mais cet extrême luxe contrastait brutalement avec la réalité de beaucoup. Une vie où la pauvreté et la maladie ont traqué les portes du palais. La cruauté a fait partie intégrante de la vie quotidienne. Les exécutions publiques étaient courantes. Une forme d'intimidation et de contrôle. Et la trahison, même ses soupçons, a été sévèrement punie, et la vie en cour était une danse constante entre la vraie faveur et le malheur. Une simple erreur de jugement pourrait signifier la ruine, la prison, ou quelque chose de pire. La compétition pour la vraie faveur était féroce. Les intrigues, les ragots et les fausses accusations, les palatiéjas étaient de la monnaie actuelle. La vie en cour était un jeu dangereux,
où la loyauté et l'amitié étaient souvent sacrifiées à l'autel de l'ambition. Anna Bolna l'a appris de la manière la plus difficile, victime des machinations d'un tribunal où la cruauté et le luxe étaient dangereusement liés. D'opulence à la réalité froide d'un procès truqué. Imaginez la scène. Vous, à la place d'Anna, accusée de trahison, d'inceste et d'adultère. Les accusations, vagues et sans preuve solide, sont jetées comme des fléchettes empoisonnées. Qui sont vos accusateurs? Quel test présentent-ils? En fait, peu est basé sur des rumeurs et des témoignages douteux, obtenus sous pression, peut-être même de torture. Le processus est une farce, un spectacle conçu pour votre conviction. Vous n'avez pas droit à un procès équitable ou à un avocat de la défense qui vous représente vraiment. Vos paroles sont tordues, vos arguments ignorés. Le tribunal, contrôlé par Henrique VIII, est déterminé à vous voir tomber. Le poids de la couronne, le désir d'un héritier masculin, écrase toute possibilité de justice. Pensez au poids de l'accusation d'inceste, une infâme teinture en votre honneur. Comment pouvez-vous vous défendre de quelque chose d'aussi monstrueux, lorsque les preuves sont fabriquées, manipulées pour ajuster le véritable récit du roi? La trahison de la couronne augmente également comme une ombre sombre, bien que votre loyauté ne soit jamais en question, du moins pas dans le sens qu'ils essaient d'imposer. Et l'adultère, avec qui? Les noms mentionnés sont des ombres, des figures vagues utilisées pour nourrir le récit de la déloyauté. Le verdict est prévisible. Une conclusion écrite bien avant le début du procès. Votre destin est déjà scellé, avant même que les mots qui vous condamnent à mort ne soient prononcés. Pensez à d'autres reines qui ont subi un destin similaire. Combien ont été accusées de trahison, de complot contre le roi? L'histoire est pleine d'exemples, mais ces jugements étaient-ils aussi truqués que le vôtre? Anna avait-il le même manque de preuves réelles? Vous êtes accusé d'adultère, d'inceste, de terribles accusations qui pèsent sur votre tête. Mais à quel point votre cas est-il différent des autres femmes en position de pouvoir qui ont été éliminées par leurs ennemis? Rappelez-vous Maria Estuardo, reine d'Écosse, également exécutée. Elle a également été accusée de trahison, bien que son histoire soit longue et complexe, pleine d'intrigues politiques. Mais comme toi, Anna, c'était une femme puissante qui menaçait ceux qui l'entourent. Votre exécution était-elle une question de pouvoir, comme la vôtre? Ou y avait-il vraiment une base solide pour les accusations dans les deux cas? Comparaison de votre cas avec celle des autres reines exécutées nous mène à une conclusion inquiétante. Le pouvoir, l'ambition et la politique ont joué un rôle crucial dans vos destinations. Votre mort était-elle un simple sacrifice sur l'autel de la politique, ou y a-t-il plus dans l'histoire de chacun de vous? Analysez les parallèles, les différences. Quelles conclusions pouvez-vous obtenir? Mais l'histoire d'Anna ne se termine pas par la potence. Son exécution, bien que brutale, est devenue un symbole. Et elle la considère comme une femme qui a mis au défi le pouvoir, qui a osé aimer au-delà de ce que la société lui a permis. Bien que sa mort ait été orchestrée par un roi impitoyable, sa mémoire est devenue un phare pour les femmes au cours des siècles. Son histoire nous rappelle l'importance de la lutte pour l'égalité et la justice. Prosodie, speak. Speak, prosodie rat égale, 90%, Anna Bolna, bien qu'elle n'ait pas été considérée comme féministe au sens moderne du terme, incarne la lutte contre l'oppression féminine. Son ascension dans la cour Tudor, son intelligence et son ambition étaient des qualités qui ont fait d'elle une menace pour le système patriarcal de l'époque. Son histoire a été utilisée pour inspirer les femmes à travers l'histoire, pour briser les barrières et lutter pour leurs droits. Le féminisme a réinterprété sa figure, reconnaissant en lui un symbole de résistance à un système qui le fait taire et le condamne injustement. Son histoire est devenue un exemple de la façon dont le pouvoir patriarcal peut essayer d'écraser les femmes qui défient le statu quo, mais aussi comment la mémoire de ces femmes peut durer et devenir une source d'inspiration pour les générations futures. Son héritage est un rappel constant de la lutte pour l'égalité des sexes. Son histoire, vous le savez, a transcendé l'exécution. Anna Bolna est devenue un symbole de rébellion, d'une femme qui a contesté les conventions de son temps. Et elle n'était pas seulement une reine, c'était une figure qui a résonné au cours des siècles, une femme qui a payé un prix terrible pour ses ambitions et son désir d'indépendance. Pensez à son héritage, comment sa fille, Isabelle I, la reine vierge, a gouverné l'Angleterre d'une main ferme, peut-être influencée par le destin tragique de sa mère. Anna Bolna, bien que exécutée, a laissé une marque indélébile sur l'histoire anglaise. Son histoire rappelle la complexité des figures historiques. Aujourd'hui, des siècles plus tard, nous sommes toujours fascinés par elle. Son histoire, pleine d'intrigues, d'amour et de tragédie, nous captive. Anna Bolna était une femme complexe, ambitieuse et courageuse, une figure qui, malgré sa fin tragique, continue d'inspirer et de défier nos perceptions sur le pouvoir, l'ambition et le destin. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Anna Bolna est toujours une énigme, non? Si vous l'avez aimée, donnez-vous comme et abonnez-vous pour plus. Qu'en penses-tu? Laissez-le dans les commentaires. Prosodie, speak.